L'oncle a signé les papiers, vidé l'appartement, changé les serrures. Il leur a laissé 2 sacs de vêtements et une vieille clé rouillée pour une cave effondrée que personne n'avait ouverte depuis 40 ans. Le maire a invoqué les procédures, les délais, les formulaires. Le village entier a regardé 2 jeunes femmes disparaître dans la forêt sous la neige et a pensé que c'était la fin de leur histoire. 3 semaines plus tard, ces mêmes personnes descendaient en file dans le noir en frappant à la roche. Gelées, affamées, coupées du monde par la pire tempête du Jura depuis 20 ans. Et la seule chaleur qui existait encore dans toute la vallée était celle que ces 2 filles avaient trouvée sous leurs pieds, dans une salle que personne d'autre n'avait eu la peine de chercher. Si vous avez déjà été mis de côté par ceux qui auraient dû vous protéger, si vous savez ce que c'est de tenir debout quand tout le monde a parié sur votre chute, cette histoire est la vôtre. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi un commentaire. Est-ce que vous auriez ouvert la porte à Marc? Je lis chaque réponse. Le Jura en novembre n'est pas un pays qui s'adoucit. Il se referme. Les forêts de sapins descendent des crêtes comme des armées silencieuses. Les routes se rétrécissent entre les talus gelés, et le ciel prend cette couleur de pierre mouillée qui peut tenir des semaines sans que le soleil se montre. Valcombe, 300 âmes perchées sur un plateau à 700 mètres d'altitude, disparaissaient chaque hiver sous ce couvercle gris avec une résignation tranquille, presque fière. Camille Marais avait 21 ans, des cheveux bruns coupés courts, les mains légèrement abîmées à force de travailler le verger que sa mère avait laissé en mourant quand Camille en avait 12. Elle vivait seule dans la maison familiale au bout de la rue des Granges, une bâtisse en pierre avec des volets verts délavés. Son père Henri passait 2 ou 3 jours par mois, posait son sac dans l'entrée, repartait avant l'aube dans son camion vers Lyon ou Besançon, ou plus loin encore. Ils se parlèrent par messages courts. Camille ne lui en voulait pas. Elle avait appris à combler l'absence avec le travail et les longues marches sur le plateau. Elle ne cherchait pas à partir. Valcombe était tout ce qu'elle connaissait de stable. Inès Bauer habitait la rue d'à côté, au 2e étage d'un immeuble qui appartenait à sa mère Sylvie. 20 ans, des yeux sombres qui regardaient Juan les gens un moment de trop avant de répondre. Une façon de tenir ses épaules légèrement rentrées comme si elle anticipait un choc. Sylvie était tombée malade au printemps, un cancer du poumon diagnostiqué trop tard, et Inès avait passé l'été à faire seule les allers-retours vers l'hôpital de Lons-le-Saunier. Sans argent. Sans autre famille que cet oncle à Lyon dont sa mère ne parlait presque jamais. Mark Bauer, le frère qui n'appelait pas. Depuis 3 jours, la tempête s'annonçait avec cette lenteur menaçante, propre aux hivers jurassiens. Au café du commerce, les hommes parlèrent du vieux pont de pierre sur la D47, le pont des Combes. Une lézarde courait dans la pile centrale depuis le printemps. Le conseil municipal avait commandé une étude. L'étude n'était pas revenue. Le pont restait ouvert parce que le fermé aurait coupé les hameaux du plateau du reste du monde, et personne ne voulait prendre cette décision avant l'hiver. Le mercredi matin, l'autocar de la ligne Champagnole-Long passa sur le pont des Combes à 7h22. La lézarde dans la pile céda sous le gel de la nuit et le poids du véhicule. Le parapet nord s'effondra, la chaussée se souleva d'un côté, et l'autocar bascula dans le ravin sur 8 mètres de chute. 4 blessés graves. 2 morts sur le coup. Henri Marais était à bord. Il avait laissé son camion au dépôt la veille, coincé par une interdiction de circulation, et avait pris l'autocar sans prévenir Camille, comme souvent. Son nom apparut sur la liste communiquée par la gendarmerie en fin de matinée. Blessé, transporté en urgence, lequel des hôpitaux, quel état exactement, on ne savait pas encore. Camille reçut l'appel debout dans sa cuisine avec un bol de café qu'elle n'avait pas bu. Elle posa le téléphone sur la table, resta immobile un long moment, puis sortit dans la neige. Sylvie Bauer fut enterrée ce même mercredi après-midi. Une dizaine de personnes seulement autour du cercueil dans le petit cimetière à flanc de coteau. Le curé dit les mots nécessaires d'une voix hâtée par le froid. La neige tombait en biais, épaisse et silencieuse. Inès se tenait droite, les mains croisées, les yeux secs de celui qui a déjà pleuré tout ce qu'il pouvait pleurer dans les couloirs d'hôpital. Camille était à sa droite. Elle avait hésité à venir avec ce qu'elle venait d'apprendre ce matin. Mais partir n'aurait pas été possible.
Inès n'avait personne d'autre. Quand le cercueil descendit dans la terre durcie, Camille murmura très bas, presque pour elle-même. Papa aurait dû être là. Elle ne le dit pas pour être entendue. Inès l'entendit quand même. Elle ne tourna pas la tête, mais ses mains se serrèrent l'une contre l'autre. Et cela ressemblait à une réponse. Mark Bauer arriva pendant qu'on refermait la tombe. Costume gris anthracite, manteau en cachemire beige, chaussures trop lisses pour la boue du cimetière. Il posa les 2 mains sur les épaules d'Inès, l'embrassa une fois sur chaque joue avec la précision mécanique de quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire sans ressentir ce qui devrait l'accompagner. « C'est une grande tristesse, dit-il. » Sa voix était appropriée. Ses yeux glissèrent sur le cercueil, sur le prêtre, sur Camille qu'il ne connaissait pas, puis sur sa montre. Un geste bref, presque involontaire. Camille le vit. Elle l'enregistra sans commentaire, la façon dont un corps dit ce que la bouche tait. Et elle sut, avec cette certitude simple que donnent parfois les moments graves, qu'il faudrait se méfier de lui. Le lendemain des funérailles, Marc frappa à la porte de l'appartement à 8 heures du matin. Inès n'avait pas dormi. Elle était assise à la table de la cuisine dans le manteau qu'elle n'avait pas encore retiré, les mains autour d'une tasse froide, les yeux fixés sur rien. Elle lui ouvrit parce qu'elle n'avait pas la force de ne pas ouvrir. Marc posa une chemise cartonnée sur la table sans s'asseoir. Il expliqua d'une voix égale, presque douce, comme on expose un fait technique à quelqu'un qui n'y connaît rien. L'appartement n'appartenait pas à Sylvie en propre. Il avait été acquis sous contrat de location-vente en 2009, avec Marc comme co-signataire et bénéficiaire en cas de défaillance. Sylvie n'avait pas soldé les dernières mensualités. La maladie avait tout arrêté. Légalement, le bien lui revenait. Il avait vérifié avec son notaire à Lyon. Il était désolé. Il lui laissait 72 heures pour rassembler ses affaires. Inès ne répondit rien. Elle regarda la chemise cartonnée sur la table de sa mère, la table où sa mère avait mangé pendant 20 ans, et elle ne dit rien. Camille, elle, reçut sa propre nouvelle en fin de matinée. Elle avait pris rendez-vous avec le notaire de Valcombe, Maître Collet, pour comprendre la situation de la maison. Maître Collet l'a reçue 5 minutes debout dans le couloir de son étude, sans lui proposer de s'asseoir. La maison était hypothéquée depuis 2019, suite à un accident de travail d'Henri et une période sans revenus. La banque avait une créance. Sans tuteur légal ou procuration notariée d'Henri, il ne pouvait rien faire pour elle. Il lui conseilla d'attendre des nouvelles de son père. Elle demanda comment attendre sans endroit où dormir. Il lui répondit que ce n'était pas de son ressort et referma la porte de son bureau. Elles se retrouvèrent en fin d'après-midi devant la salle des fêtes, chacune avec un sac. Elle n'avait un peu pas eu besoin de se téléphoner. Elle s'était retrouvée là comme on revient à l'endroit où quelque chose a commencé, sans l'avoir décidé vraiment. La vieille Citroën de Camille était garée derrière le bâtiment, à l'abri du vent dans l'angle du mur. Elles montèrent dedans. Camille mit le contact pour avoir le chauffage, puis l'éteignit en regardant la jauge d'essence. Elles s'enveloppèrent dans les couvertures du coffre et ne parlèrent presque pas. Le thermomètre extérieur marquait -8. La neige avait cessé, mais le froid, lui, s'était installé pour de bon. Théo Marchand les trouva au matin. Il arrivait à pied au garage Favre où il travaillait depuis ses 18 ans, de l'autre côté de la place, et il avait vu la Citroën dans la ruelle, le pare-brise givré de l'intérieur, 2 silhouettes sous des couvertures. Il avait 22 ans, des gestes tranquilles, l'habitude du silence des gens qui travaillent tôt et seuls. Il ne posa pas de questions. Il disparut 10 minutes et revint avec 2 gobelets en carton, du café de la machine du garage, trop fort et trop sucré. Il les posa sur le capot. Il dit juste « Il y a du café ?» Puis il entra au garage et n'attendit pas de remerciements. Camille tint le gobelet à 2 mains et sentit la chaleur traverser ses paumes. Elle regarda par le pare-brise la place de Valcombe, qui s'éveillait lentement, les volets qui s'ouvraient, la boulangère qui sortait ses présentoirs. Tout continuait. Tout était exactement pareil et pourtant, elle n'avait ni plus rien dans ce village. Inès dit « On pourrait partir. Il y a des foyers à Lons, des assistantes sociales. »
Camille ne répondit pas tout de suite. Elle pensait à son père quelque part dans ce Jura gelé, blessé, peut-être conscient, peut-être en train de chercher à la joindre sans y arriver. Si elle quittait Valcombe, elle quittait la seule adresse qu'il connaissait pour elle. Elle quittait la possibilité qu'il rentre et trouve la maison. Elle dit « On reste ». Inès la regarda. Camille n'ajouta rien. Ce n'était pas une explication, c'était une décision, et Inès en reconnut la texture, la façon dont une certitude occupe l'espace sans demander la permission. Elle hocha la tête lentement, but une gorgée de café tiède, et elles restèrent silencieuses toutes les deux, les yeux sur la place, à attendre que quelque chose commence. Le maire Fontaine les reçut à 10 heures dans son bureau qui sentait le radiateur trop chaud et le café réchauffé. Il était petit, chauve, avec cette façon des hommes habitués à promettre de regarder par-dessus ses lunettes avant de parler. Il avait connu Henri Marais 20 ans plus tôt. Ils avaient joué aux boules ensemble, un été ou deux, et il fit ce souvenir peser dans la pièce comme une dette qu'il rendait en les recevant. Il écouta Camille expliquer la situation. Il hocha la tête plusieurs fois, les lèvres légèrement pincées, avec l'expression de quelqu'un qui compatit profondément mais ne peut absolument rien faire. Il y avait une procédure pour les situations d'urgence, dit-il. Un formulaire à déposer en préfecture. Des délais de traitement, 3 semaines minimum. Une assurance départementale pour les cas de sinistre. Mais le pont était une voirie nationale, donc c'était l'État, et l'État avait ses propres délais. Il y avait aussi le CCAS, le Centre communal d'action sociale, mais la responsable était en arrêt maladie jusqu'en janvier. Il était vraiment désolé. Il se leva pour signifier que l'entretien était terminé. Il serra la main de Camille avec les deux siennes, chaleureusement, longuement, comme si la chaleur de la poignée compensait le vide de tout le reste. Dans la rue, Inès dit « Il nous a serré la main pendant plus longtemps qu'il ne nous a écoutés. » Elles tentèrent l'église en fin de matinée. Le père Benoît leur ouvrit, les fit entrer dans la sacristie qui sentait la pierre froide et la cire. Il était sincèrement ennuyé, cela se voyait. Il leur donna une couverture en laine grise pliée en 4, un pain de la veille et 2 pommes. Il expliqua que l'église restait ouverte pour la prière mais qu'il ne pouvait pas autoriser un hébergement. Question d'assurance, de responsabilité. Le diocèse avait des règles claires depuis un incident à Dole 3 ans plus tôt. Il leur dit qu'il prierait pour elle. Puis il ferma la lourde porte de bois à double tour derrière elle, et le bruit du verrou dans le silence de la rue sonna comme une conclusion. C'est en triant les dernières affaires de Sylvie cet après-midi-là qu'Inès trouva la clé. Au fond d'une boîte à chaussures rangée dans le haut de l'armoire, sous des lettres et des photographies, une clé rouillée attachée à une petite étiquette cartonnée écrite à la main, à l'encre bleue passée. Cave Morel, lieu-dit Les Combes. En dessous, enroulé autour de la clé avec un élastique craquelé, un acte de propriété plié en 8, le papier jauni et fragile aux pliures. Le document datait de 1974. Il était au nom de Germaine Bauer, la mère de Sylvie, la grand-mère d'Inès. Elles portèrent le document au café du commerce et demandèrent si quelqu'un connaissait la cave Morel aux Combes. Le silence qui suivit fut de ceux qui en disent long. Puis une voix du fond dit « Fernand sait ». Fernand Morel avait 78 ans et occupait chaque après-midi le même tabouret au bout du zinc. Il avait vendu ses vignes et son matériel depuis longtemps, mais gardait des titres de propriété épars sur de vieilles parcelles qu'il avait oubliées ou négligé d'enregistrer correctement. Il regarda l'acte de propriété, la clé, puis les 2 filles, avec les yeux lents de quelqu'un qui a bu suffisamment pour ne plus s'étonner de grand-chose. « La cave aux Combes, dit-il. Je l'ai plus utilisée depuis que mon père est mort. Taillée dans le calcaire, au-dessus du ruisseau. Elle est à vous si elle était à Germaine Bauer. Moi, j'ai jamais eu de papier là-dessus. » Camille posa 4 billets de 20 € sur le zinc. « Pour éviter tout litige, dit-elle. Il nous faut quelque chose d'écrit. » Fernand regarda l'argent. Il demanda si elle pouvait ajouter une bouteille de rouge pour ce soir. Camille dit oui. Il prit un carnet de caisse sous le comptoir, griffonna quelques lignes en écriture penchée, signa, data. Le barman servit de témoin sans qu'on le lui demande.
Il parapha d'un geste las et retourna essuyer ses verres. Elles arrivèrent aux combes en fin d'après-midi, par un chemin forestier que la neige avait à moitié effacé. La cave s'ouvrait dans la paroi calcaire à flanc de coteau, derrière un rideau de sapin. L'entrée était plus large que ce que Camille avait imaginé, presque 2 mètres de haut, mais un effondrement partiel du plafond rocheux avait obstrué le passage sur la moitié de sa largeur, des blocs de calcaire mêlés de terre gelée et de racines mortes. Inès alluma la lampe de son téléphone et l'orienta vers l'intérieur. Le faisceau se perdit sans trouver de mur. La cave était noire comme de l'encre et profonde comme un silence. Elles restèrent un moment sans parler devant cette ouverture dans la roche. Le froid descendait avec la nuit. Derrière elles, Valcombe brillait de quelques lumières dans la vallée, trop loin pour être un secours. Devant elle, l'obscurité et la pierre. Camille passa la main sur le bord de l'entrée, le calcaire rugueux et froid sous ses doigts, et quelque chose en elle, qu'elle n'aurait pas su nommer, se posa. Elles travaillèrent 3 jours. Camille avait trouvé dans le cabanon attenant à la cave une pelle à manche fendue, une masse rouillée et une barre à mine que quelqu'un avait laissée là des décennies plus tôt. Elles déplacèrent les blocs de calcaire les plus petits à la main, faisaient le levier sur les plus gros, déblayèrent la terre gelée à la pelle par couches successives. Le travail était lent, froid, silencieux. Elles dormaient dans la Citroën garée au bord du chemin forestier, enroulée dans la couverture du père Benoît, et se levaient avant le jour pour recommencer. Théo passa le premier soir par hasard, dit-il. Il repassait le deuxième. Le troisième, il arriva avec une lampe frontale et des gants de chantier, et ne dit plus rien sur le hasard. Il travaillait efficacement, sans poser de questions inutiles, avec cette économie de gestes que Camille observait du coin de l'œil, sans se l'expliquer tout à fait. Quand ils s'arrêtèrent pour souffler, il parlait peu. Mais il était là. Le passage fut dégagé le 3e après-midi. Ils entrèrent avec les lampes. La cave s'étendait sur une vingtaine de mètres, le plafond calcaire bas et humide, le sol en terre battue. Et tout au fond, presque invisible dans l'ombre, une porte en bois massif, cerclée de fer, fermée par un cadenas en fonte noire. La clé de l'étiquette ne correspondait pas au cadenas. Théo prit la masse et frappa 2 fois. Le cadenas céda au 3e coup. Derrière la porte, un couloir descendait en pente douce dans la roche, taillé à la main, les parois marquées d'encoches régulières comme des points de repère. Ils descendirent en silence, les lampes projetant leurs ombres en avant. Le couloir déboucha sur une salle voûtée d'une dizaine de mètres de large, le plafond haut de près de 3 mètres. Camille s'arrêta sur le seuil et ne bougea plus pendant un long moment. La salle était intacte. Au centre, une chaudière en fonte massive, reliée à un réseau de tuyaux en cuivre qui courèrent le long des parois et disparaissèrent dans la roche. Des rangées de tonneaux en chêne alignés contre le mur du fond. 8, 10, 12, certains cerclés de bandes métalliques rouillées mais debout. Une table de bois, un tabouret, et dessus un cahier à couverture noire dont les pages avaient gondolé avec les années mais restaient illisibles. Inès l'ouvrit. L'écriture était serrée, datée, en français d'avant-guerre. Note sur la fermentation en milieu chaud constant. Relevé de température. Des noms de cépages oubliés. Théo posa la main sur la chaudière et la retira aussitôt. « Tiède », dit-il. Il suivit les tuyaux en cuivre jusqu'à l'endroit où ils disparaissèrent dans la paroi, puis s'accroupit près d'une fissure dans le sol d'où montait un filet de vapeur. « Une source thermale souterraine », expliqua-t-il à mi-voix, comme s'il ne voulait pas déranger quelque chose. La chaudière ne produisait pas la chaleur. Elle la captait, la régulait, la distribuait. L'air ici était respirable, constant, à une température que Camille estima à 15 degrés au moins. Elle tendit la main vers une des parois et sentit sous ses doigts une légère humidité tiède. Inès dit doucement « Personne ne sait que c'est là ». Dehors, la neige s'était remise à tomber. Elles le virent en remontant, le ciel redevenu blanc et bas, le vent qui reprenait dans les sapins.
Sur son téléphone, Camille vit 2 alertes météo et un message du maire informant les habitants que la route départementale vers Champagnole était coupée jusqu'à nouvel ordre. Valcombe commençait à être seul. Le blizzard s'installa pour de bon le jeudi soir. Pas la neige ordinaire de novembre, celle qu'on déblaye et qu'on oublie, mais quelque chose de différent en nature. Un mur de vent et de glace qui descendit des crêtes et ne repartit pas. Le vendredi matin, l'électricité sauta sur tout le plateau. Les lignes téléphoniques filaires lâchèrent dans la nuit du vendredi au samedi. La route vers Lons était fermée depuis l'avant-veille, celle vers Champagnole depuis le surlendemain de l'accident du pont. Valcombe était seul avec ses 300 habitants, ses stocks de 2 ou 3 jours et ses radiateurs électriques qui ne chauffaient plus. La première à frapper aux combes fut Madame Aubert, la pharmacienne, le samedi en fin de matinée. Elle avait 60 ans, une précision de geste qu'elle tenait de 30 ans derrière un comptoir, et elle portait sur le dos un sac de randonnée rempli de médicaments essentiels qu'elle avait pris la décision d'emporter seule, sans en référer à personne. Derrière elle, le vieux Arthur Morel, fils de Fernand, 65 ans et une hanche mauvaise, qui avait suivi ses traces dans la neige sans vraiment savoir où elle menait. Puis une famille, les Girard, les parents et 2 enfants en bas âge. Puis d'autres encore, par 2 ou 3, les gens qui avaient eu froid toute la nuit et qui avaient en fini par suivre le bouche à oreille jusqu'au chemin forestier des Combes. Camille et Inès les firent descendre sans hésiter. Elles avaient passé la nuit à préparer ce qu'elles pouvaient, dégager de l'espace dans la salle voûtée, dresser un inventaire de ce qu'elles avaient. L'eau de la source souterraine était potable. Inès l'avait vérifié. La chaleur de la chaudière rayonnait suffisamment pour maintenir la salle entre 12 et 15 degrés, supportable en manteau. Les tonneaux étaient inutilisables pour l'alimentation, mais solides pour s'asseoir, s'appuyer, délimiter des espaces. En 2 heures, une vingtaine de personnes s'étaient installées dans la roche. Théo arriva en milieu d'après-midi avec son père, Marcel, un homme de 68 ans qui marchait avec une canne et ne se plaignait pas. Théo portait en plus une caisse à outils en métal qu'il posa près de la chaudière sans demander la permission. Il regarda le réseau de tuyaux en cuivre, les joints, les raccords, la valve principale. Il dit à Camille, « Elle chauffe mais elle est fatiguée. Je peux essayer de la stabiliser. » Camille dit, « Fais ce que tu peux. » Ils travaillèrent de côte à côte pendant 1 heure, elle tenant les lampes et passant les outils, lui démontant et nettoyant les raccords encrassés. Personne ne les regardait vraiment, mais quelque chose dans leur façon d'occuper le même espace, de se comprendre sans se parler beaucoup, n'échappa pas entièrement à Inès. Camille scrutait chaque visage qui descendait le couloir. Elle le faisait discrètement, les yeux qui glissaient vers l'entrée à chaque bruit de pas, le même geste depuis le premier jour. Henri. Elle cherchait son père dans chaque silhouette d'homme qui se pliait pour passer la porte basse. Ce fut Arthur Morel qui dit quelque chose, en fin de soirée, sans y attacher d'importance particulière. Il réchauffait ses mains près d'un tuyau de cuivre et parlait à mi-voix à Madame Aubert. Camille entendit son prénom, celui de son père, s'approcha. Arthur raconta qu'il avait vu 2 jours plus tôt, sur la route de Champagnole avant qu'elle soit coupée, un homme qui marchait seul dans le sens de Valcombe, grand, manteau sombre, démarche hésitante comme quelqu'un de blessé ou d'épuisé. Il ne lui avait pas parlé. Il n'avait pas fait le lien sur le moment. Camille demanda « Il allait vers Valcombe ?» Arthur dit « Il me semblait, oui. » Elle hocha la tête et retourna près de la chaudière. Théo la regarda une seconde sans rien dire. Elle glissa la main dans la poche de son manteau et serra les doigts sur rien du tout. La vie souterraine trouva son rythme en 2 jours. Camille m'établit des tours de veille, 2 personnes éveillées à chaque heure de la nuit pour surveiller la chaudière et l'entrée. Inès gérait les rations avec Madame Aubert, inventoriant ce que chacun avait apporté, calculant à voix basse combien de jours il pouvait tenir raisonnablement. Arthur Morel s'occupait des plus âgés avec une patience tranquille. Les enfants Girard avaient trouvé un recoin entre 2 tonneaux qu'ils avaient décrété leur territoire. Les tensions existaient, bien sûr. Un homme qui ronflait trop fort, une femme qui monopolisait l'espace près de la chaleur, des peurs qui cherchèrent des coupables. Camille les gérait à voix basse,
avec une autorité qu'elle ne semblait pas consciente d'exercer. Marc se présenta le 3e jour, à l'entrée du couloir, trempé jusqu'aux os, le beau manteau en cachemire alourdi de neige fondue, les chaussures de ville détruites. Il avait l'air d'un homme qui a avalé quelque chose d'amer et ne peut pas le recracher. Inès le vit et ne bougea pas. Camille dit simplement « Il entre, c'est humain ». Puis elle retourna à ce qu'elle faisait. Marc descendit. Il ne remercia personne. Mais il observait. Ses yeux faisant le tour de la salle lentement. Les tuyaux, la chaudière, les tonneaux, la disposition des gens. Il dormait peu. Inès le remarquait sans rien dire. La chaudière toussa pour la première fois vers 2 heures du matin. Une nuit sans date précise que Camille ne pourrait pas situer plus tard dans sa mémoire. Un bruit sourd, irrégulier, qui fit lever la tête à Théo depuis son coin. Ils se retrouvèrent d'Arstea tous les deux dans l'obscurité partielle à tâtonner le long des tuyaux avec une lampe. Théo localisa le raccord défaillant. Camille en maintint la lumière d'une main et de l'autre stabilisa le tuyau pendant qu'il serrait. Leurs mains se croisèrent sur le cuivre brûlant une fraction de seconde. Théo ne retira pas la sienne tout de suite. Camille non plus. Rien ne fut dit. La chaudière se remit à ronronner régulièrement. Ils retournèrent à chacun de leur côté sans se regarder, et ce fut suffisant pour que tout soit différent. Inès trouva la lettre au fond de sa poche dans une vieille enveloppe qu'elle avait glissée là, en triant les affaires de sa mère sans l'ouvrir. Elle la lut seule, adossée à la paroi froide dans un recoin que personne n'occupait. C'était une lettre de Marc à Sylvie, datée de 4 ans plus tôt. Le ton était froid, méthodique, dévastateur. Il lui reprochait d'avoir mal géré l'appartement, la menaçait de procédure, lui disait en termes à peine voilés qu'elle avait raté sa vie et qu'il ne se sentait pas responsable de ses erreurs. Inès plia la lettre soigneusement, la remit dans l'enveloppe et pleura en silence contre la roche, sans bruit, les épaules immobiles, à la façon de quelqu'un qui a appris très tôt à ne pas être entendu. C'est le lendemain matin que le père Girard mentionna, en passant, qu'il avait vu de la lumière dans le hangar agricole, abandonné sur la crête, 2 nuits plus tôt. Une lampe de poche, peut-être? Ou une bougie? Un homme blessé qui cherchait un abri, avait-il pensé sur le moment? Camille pâlit. Elle posa lentement la gamelle qu'elle tenait sur un tonneau et ne dit rien. Camille attendit que les autres dorment. Elle enfila son manteau, prit la lampe frontale et se dirigeait vers le couloir quand Théo, assis contre la paroi avec les yeux ouverts, dit à voix basse « Je viens ». Elle voulut refuser. Il se leva sans attendre la réponse. Ils montèrent dans la tempête sans se parler. Le vent était violent, horizontal, chargé de cristaux de glace qui brûlaient les choux. Le hangar se trouvait à 20 minutes de marche sur la crête, derrière un rideau de sapins courbés. Camille a fait marcher vite, la tête baissée, Théo un pas derrière elle, leur lampe traçant 2 faisceaux maigres dans le blanc. Le hangar était vide. Les grandes portes en bois battaient contre leurs gonds dans le vent, l'intérieur ouvert sur le froid. Mais Camille s'accroupit près de l'angle gauche et trouva ce qu'elle cherchait sans savoir exactement ce qu'elle cherchait. Des traces de pas récentes dans la poussière gelée. Une couverture kaki pliée grossièrement, abandonnée sur une caisse. Et contre la caisse, un briquet en métal, le genre ordinaire qu'on distribue dans les dépôts de transport, avec le logo imprimé sur le flanc. Transport Marais, Champagnole. Elle le prit, le tint dans sa paume fermée un long moment. Théo vit son visage et ne dit rien. Ils redescendirent dans le vent. En rentrant dans la salle voûtée, Camille répondit aux regards interrogatifs par un léger mouvement de tête négatif, rien trouvé, et alla s'asseoir près de la chaudière. Le briquet restait dans sa poche. Elle ne le montra pas à Inès. Ce n'était pas un mensonge. C'était une chose qu'elle n'était pas encore capable de mettre en mots. Ce même soir, Marc s'éclipsa. Inès le remarqua parce qu'elle remarquait tout ce qui concernait son oncle depuis son arrivée. Une vigilance animale, involontaire. Il remonta le couloir vers l'entrée sans explication et ne revint que 2 heures plus tard, les cheveux couverts de neige, le souffle court de quelqu'un qui a fourni un effort physique dans le froid. Il s'assit à l'écart, les mains croisées entre les genoux.
Inès vit ses mains. Les paumes et les doigts étaient noirs de cambouis. Le genre de noir qui s'incruste dans les creux de la peau et ne part pas avec un simple essuyage. Il rencontra le regard d'Inès. Il ne dit rien. Elle non plus. Le lendemain matin, quelqu'un cria depuis la salle. Camille arriva en courant. La chaudière était froide, le tuyau principal qui alimentait la chambre de chauffe pendait, sectionné net à hauteur du premier raccord. Le générateur auxiliaire que Théo avait installé 2 jours plus tôt pour pallier une éventuelle défaillance ne démarrait plus, sa valve d'alimentation fracturait proprement. Le froid commença à descendre dans la salle presque immédiatement, comme s'il avait attendu cette permission. La température baissa de 3 degrés en 1 heure. Ce fut suffisant pour que tout change de nature. Les gens qui avaient maintenu en silence depuis des jours commencèrent à bouger, à parler trop fort, à chercher des responsables avec les yeux. La vieille Madame Passet s'effondra contre un tonneau, les lèvres bleutées, les mains tremblantes. Madame Aubert s'agenouilla près d'elle avec son sac de médicaments, voix calme, gestes précis, mais son propre visage était blanc. Dans le coin des enfants, le petit Girard pleurait sans s'arrêter, ce pleur épuisé des enfants qui ne comprennent pas pourquoi les adultes ont perdu pied. Inès examina le générateur à la lampe pendant que Théo maintenait le faisceau. Le tuyau d'alimentation était tranché sur 4 cm, une coupe nette, légèrement en biais. Pas une rupture par usure ou par froid, une lame. Elle se redressa lentement et se retourna vers la salle. Marc était assis à l'écart, les coudes sur les genoux, la tête légèrement baissée. Il sentit le silence se déplacer vers lui avant même qu'on lui parle. Il leva les yeux, vit Inès, vit Camille qui s'approchait sans se presser, vit les visages qui se tournaient l'un après l'autre. Et il parla avant qu'on l'accuse, comme si l'attente était devenue insupportable. Il expliqua d'une voix d'abord contrôlée, puis de moins en moins. Il avait trouvé dans les papiers de Sylvie une clause successorale ancienne qui lui donnait un droit de récupération sur les biens familiaux, en cas d'abandon ou d'inutilisabilité déclarée. Si la cave était évacuée pour raison de sécurité, si les autorités la déclaraient inhabitable en situation d'urgence, la clause pouvait s'activer. Il avait pensé que l'évacuation forcerait la procédure. Il n'avait pas mesuré. Il s'arrêta. Le mot suivant ne vint pas. La salle était silencieuse à l'exception du pleur de l'enfant et de la respiration laborieuse de Madame Passet. Camille l'écouta jusqu'au bout sans l'interrompre, les bras croisés sur la poitrine, le visage fermé et attentif. Quand il se tut, elle alla chercher la caisse à outils de Théo, la porta jusqu'à Marc et la posa à ses pieds avec un bruit sourd. « Tu as cassé. Tu répares. » Marc la regarda. Il prit la caisse. Ce fut pendant qu'il travaillait, à genoux dans la salle devant tout le monde, les mains dans le mécanisme du générateur, qu'Inès sortit l'enveloppe de sa poche. Elle déplia la lettre lentement. Elle la lut à voix haute d'une voix égale, sans inflexion dramatique, comme on lit un document qu'il estait nécessaire de verser au dossier. Les mots de Marc à Sylvie, 4 ans plus tôt. La menace froide, la cruauté méthodique. La phrase finale qui disait à sa sœur qu'elle n'avait à s'en prendre qu'à elle-même. Marc ne s'arrêta pas de travailler, mais ses épaules se voûtèrent imperceptiblement, comme sous un poids qui venait de trouver sa forme exacte. Inès replia la lettre. Elle ne regardait pas son oncle. Elle regardait le mur de calcaire devant elle et sa voix, quand elle eut fini, était simplement redevenue silencieuse. La tempête se calma le mardi matin, pas franchement, pas définitivement, mais suffisamment pour que le vent tombe d'un cran et que la neige passe de mur à rideau. La patrouille de gendarmerie arriva aux Combes vers 11 heures. 2 hommes en combinaison blanche, le brigadier Pasquier en tête, qui avait forcé le chemin forestier avec un véhicule chenillé depuis Valcombe. Ils s'attendaient à trouver des blessés, peut-être des corps. Ils trouvèrent 34 personnes assises dans une salle voûtée chauffée, organisée en tour de veille, avec des rations calculées et un générateur qui ronronnait à nouveau. Pasquier resta un long moment sur le seuil sans parler. La lampe frontale allumée en plein jour par réflexe, à regarder ce qui s'était construit là sous la roche.
Il fit son rapport debout, rapidement, les informations pratiques d'abord. Les routes seraient praticables dans 48 heures. Des renforts arrivaient de Lons. Des véhicules sanitaires pour les personnes fragiles dès le lendemain matin. Puis il mentionna autre chose, d'une voix plus basse, en s'adressant à la salle en général sans regarder personne en particulier. Un homme avait été retrouvé sans vie ce matin dans le hangar agricole sur la crête. Non identifié pour l'instant. Décédé d'hypothermie, probablement dans la nuit de l'avant-veille. Les poches vides. Aucun document sur lui. La salle réagit par un murmure. Camille n'émit aucun son. Elle glissa la main dans la poche de son manteau. Le briquet était là, le métal froid, le logo imprimé sous son pouce. Transport Marais, Champagnole. Elle le serra sans le sortir. Elle attendit que Pasquier finisse de parler, que les questions des autres remplissent l'espace, que les regards se détournent. Puis elle dit à voix basse à Inès qu'elle sortait un moment, et elle remonta le couloir seule. Dehors, la neige tombait doucement maintenant, presque tranquillement. Elle s'assit sur le bloc de calcaire à droite de l'entrée, celui qu'elles avaient enfin dégagé le premier jour. Elle ne pleura pas. Elle n'avait pas encore trouvé l'endroit en elle où pleurer était possible. Elle tenait le briquet dans sa main fermée, posée sur son genou, et elle regardait la forêt de sapins devant elle, blanche et silencieuse. Et elle comprit sans que personne le lui dise, sans poser de questions, sans chercher une confirmation qui aurait rendu la chose plus réelle qu'elle ne l'était déjà. Théo s'assit à côté d'elle 2 minutes plus tard. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il ne dit rien du tout. Il passa son bras autour de ses épaules avec le geste simple et irréversible de quelqu'un qui a décidé d'être là, et ils restèrent ainsi sans bouger, longtemps, pendant que la neige continuait de tomber doucement sur les sapins. Inès les vit depuis l'ouverture de la cave, leurs 2 silhouettes immobiles sur la pierre blanche. Elle les regarda une seconde. Puis elle baissa les yeux et retourna dans la salle. Elle prit la casserole, la remplit d'eau de la source, la posa sur le tuyau le plus chaud. Elle chercha dans le sac de Madame Aubert les sachets de thé qu'elle avait vus 2 jours plus tôt. Elle les compta. Il y en avait assez pour tout le monde. Elle commença à préparer le thé pour 34 personnes, méthodiquement, en silence, et ce geste ordinaire dans la roche froide ressemblait à quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Le printemps arriva tard dans le Jura, comme toujours, avec cette hésitation particulière des plateaux qui retiennent le froid jusqu'en avril avant de le lâcher brusquement. Les routes furent rouvertes en janvier, les enquêtes terminées en mars. Mark Bauer fut condamné en correctionnel à 8 mois avec sursis pour sabotage, en situation de mise en danger d'autrui. Il ne fit pas appel. Le titre de propriété des Combes fut confirmé au nom de Camille Marais et Inès Bauer par jugement du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. Le 22 mars, un mardi ordinaire dont elles apprirent la date par courrier. Elles créèrent la coopérative des Combes en avril. Inès avait passé l'hiver à lire le cahier de notes de la salle voûtée, à comprendre les relevés de température, à contacter un œnologue de Poligny qui accepta de venir examiner les tonneaux anciens. 3 d'entre eux étaient encore utilisables. La chaleur thermale constante créait des conditions de fermentation rares, presque introuvables autrement. L'œnologue dit que c'était extraordinaire avec la voix de quelqu'un qui n'emploie pas le mot à la légère. Inès commença à travailler le vin. Camille installa des bacs de culture le long des tuyaux les plus chauds. Des légumes d'abord, des herbes aromatiques, ce que la chaleur souterraine permettait de faire pousser en plein hiver jurassien. Arthur Morel construisit 3 tables en bois brut pour accueillir les premiers randonneurs curieux. L'article parut dans Le Progrès en mai, une demi-page avec une photographie de l'entrée des Combes. Le titre disait « 2 jeunes femmes ont sauvé leur village et ressuscité une cave de résistance ». France 3 Franche-Comté envoya une équipe en juin. Camille parla peu devant la caméra. Inès ne parla pas du tout, mais on la voyait dans le fond travailler, et c'était suffisant. Un matin de la fin juin, Théo apporta un jeune cep de vigne dans un pot en terre, un plant de Savagnin qu'il avait trouvé chez un pépiniériste de Château-Chalon. Il dit qu'il avait pensé que ça irait bien à l'entrée, côté soleil. Camille dit que oui, probablement. Ils creusèrent ensemble le trou dans la terre meuble à droite du seuil, préparèrent le sol, posèrent le plan.
Quand il fut planté et que la terre fut tassée autour, Théo prit la main de Camille pour l'aider à se relever et ne la lâcha pas tout de suite. Un instant de trop, mesurable, délibéré. Camille le laissa faire. Ils regardèrent le cep un moment, ses feuilles jeunes et fragiles dans la lumière du matin, et ne dirent rien parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Inès était seule dans le couloir quand les autres étaient dehors. Elle s'arrêta à mi-chemin entre l'entrée et la salle voûtée, là où la roche changeait de couleur, plus sombre, plus humide, là où on sentait la chaleur de la source monter depuis le bas. Elle posa la main à plat sur la paroi. La pierre était froide en surface et tiède en profondeur, comme toujours. Sa mère n'était jamais venue ici, n'avait jamais su que cet endroit existait, que cette chaleur existait sous le plateau, que quelque chose d'aussi ancien et d'aussi solide attendait sous la neige. Inès garda la main sur la roche un long moment, puis elle sourit, imperceptiblement, pour personne, et descendit retrouver son travail.